vous proposer un chemin de pensée. Je vais vous proposer de cheminer. Et en fait, ici même, de se dire que le mot-clé de ce soir, ce serait le mot de passeur. L'histoire dont nous allons parler, c'est celle de passer des frontières, de considérer que les frontières sont justement faites pour être traversées et que ceux qui les traversent sont faits pour être accueillis. Et en même temps, dans cette histoire, moi, je ne suis qu'un passeur à ma façon. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré plutôt ce livre et pourquoi j'ai souhaité qu'il soit réédité, donc 35 ans après sa première édition en Allemagne, en 1985. Il est paru en français en 1987, dans la collection de Maurice Hollander, au Seuil, la librairie du XXIe siècle. Et pourquoi j'ai jugé ça urgent, pertinent, pas simplement comme une curiosité. Derrière, il y a une question importante qui est au fond en écho à ce que rappelait Dominique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Nous allons parler d'un livre de mémoire. Lisa Fitko raconte des souvenirs. 1940-41, le titre original du livre en allemand, c'est « Mon chemin des Pyrénées ». Des souvenirs, une mémoire. Mémoire d'une époque tragique et mémoire, en l'occurrence, d'une héroïne, d'une résistante dans cette époque tragique. Il y a beaucoup de lieux de mémoire ici, et la mémoire est toujours un enjeu de bataille au présent. Il y a des gouvernants, des gens qui sont installés, qui s'approprient la mémoire, qui font des cérémonies de mémoire, qui font des lieux de mémoire, des monuments de mémoire. Et ce que j'ai voulu faire avec cette réédition, c'est défendre l'idée que si les mémoires deviennent des monuments, si les mémoires deviennent des décorations officielles, si les mémoires deviennent des discours présidentiels ou gouvernementaux, si les mémoires deviennent des arguments électoraux, le risque, c'est que ces mémoires soient des mémoires mortes. Ce soit des mémoires qu'on a mises comme un bel objet de vitrine, sous clé, qu'on regarde, comme dans un musée. Ah là là, que c'était dramatique. Ah là là, que c'était héroïque. Mais c'est un passé mort, ce n'est plus un passé vivant. Et ce que je voudrais expliquer ce soir, c'est combien, au fond, être fidèle à une mémoire, c'est justement que ce soit un passé présent. C'est le titre du texte que j'ai fait pour ce livre, le présent du passé. Que ce passé nous oblige, que ce passé nous demande, nous convie, nous donne rendez-vous à une présence face aux défis de notre époque. Et au fond, puisque notre époque est compliquée, puisque notre époque est pleine d'obscurité, puisque notre époque est une époque à tout point de vue de frontières, y compris face à un virus, le premier réflexe en Europe a été de se dire il faut rétablir des frontières. Puisque notre époque est pleine d'ombres et pleine d'énigmes, je pense que cette idée d'un passé vivant, d'un passé qui nous convie à être vivant, à, comme le disait une rescapée des camps de déportation, une grande résistante, Charlotte Delbo, à faire quelque chose de notre vie, dans un texte formidable, la prière aux vivants, pour que tant ne soit pas mort pour rien, faites quelque chose de votre vie. Eh bien, c'est un peu cela que je vais essayer de décliner devant vous. Je fais cette première conférence autour de ce livre à serrer, et c'est normal, c'est de serrer que je suis parti. Je viens régulièrement ici, j'y ai des amis, Elias et Dominique, Alain et Christine, Patrick qui est là, je donne les prénoms de cette fraternité qui accompagne. Et en fait, lors d'un séjour ici à Serré, j'aime souvent grimper, traverser de l'autre côté de la frontière.
on parle de quelqu'un dont je vais vous parler, qui est Walter Benjamin, on peut dire Benjamin si on veut le prononcer à la française. Et donc on discute et on parle de l'œuvre de Benjamin, de son suicide à Portbou, le 26 septembre 1940, après qu'il ait traversé la frontière de Banyuls à Portbou. Il a mis 11 heures, il s'arrêtait toutes les 10 minutes, il soufflait, il n'était pas en très bonne santé. On parle de ce geste qui est devenu un symbole et dont justement les mémoires locales se le sont appropriées. À Portbou, il y a, face au cimetière marin, un monument qui a été conçu par l'artiste israélien Danny Caravan, un très fort monument avec une sorte de grande traversée qui descend vers la mer, vers un endroit où la mer est toujours tourbillonnante, comme une sorte d'infini qui plonge vers la mer elle-même et non pas à l'horizon. Et donc on parle de tout cela et les amis me disent « Mais tu sais, il y a désormais un chemin, Walter Benjamin, il a été réhabilité. » Donc ni une ni deux, j'ai été faire cette randonnée qui n'est pas une randonnée particulièrement difficile, en bonne santé, on fait ça en 3h30, 4 heures, pas plus, et qui part donc de Banyuls à Portbou. Dans le livre, j'ai mis quelques photos pour celles et ceux qui l'ont fait. Vous savez que ça a été agrémenté de panneaux côté français et côté Catalogne Nord et Catalogne Sud, côté français et côté espagnol, et notamment du côté dit espagnol, en Catalogne du Sud, les panneaux qui, hélas, sont aujourd'hui illisibles, étaient autrement nourris en plusieurs langues, le catalan, le français, l'anglais, avec beaucoup d'illustrations, mais hélas, et je lance un appel à ce qu'ils soient réhabilités. Aujourd'hui, avec le temps, ils sont devenus illisibles. Et donc, faisant cette randonnée qui est toute simple, c'est le chemin, ce chemin Walter Benjamin, c'est le chemin où ce Walter Benjamin serait passé, cette figure intellectuelle, juive, allemande, sorte de prophète communiste radical et en même temps pas du tout aligné et pas du tout discipliné, pas du tout lié à une sorte de conformisme de parti, à la fois penseur messianique, penseur matérialiste et en même temps ayant une sensibilité utopique. Et donc, je fais ce chemin, et faisant ce chemin, je découvre ce que beaucoup d'entre vous savent, puisque vous vivez ici, c'est qu'en fait, ce chemin a été réhabilité avec l'aide de fondations, dont la Fondation Rosa Luxembourg en Allemagne, à cause du livre. Ce chemin, qui est un ancien chemin de traversée, de contrebandiers, de passeurs, ce chemin existe aujourd'hui comme le chemin Walter Benjamin à cause de l'impact qu'a eu ce livre de Lisa Fitko. Autrement, il n'y aurait pas cette réhabilitation. C'est ce livre qui a fait prendre conscience de cette histoire. Il a été concomitant à la redécouverte de l'œuvre de Walter Benjamin et ça a amené donc de fil en aiguille au monument dont je parlais à Portbou, à la réappropriation par Portbou de cette histoire alors que c'est à Portbou que Benjamin s'est tué, et ensuite à l'inauguration donc de ce chemin à 2 ans après le décès de Lisa Fitko qui est décédée à Chicago en 2005. Alors, du coup, je me suis dit, mais il y a là quelque chose qui est très symbolique. Et je pense à ce mot « trace ». La trace, c'est aussi bien ce qui reste, une trace qui reste sur la peau, sur la table, une trace par terre. Mais c'est aussi, dans une vieille acception, un chemin. Hein. On trace, il y a une trace là. Et dans mon pays d'enfance, la Martinique, on a gardé même ce vieil usage. On dit « tu as pris la trace » pour dire « tu as pris le chemin ». Donc cette idée de ce chemin comme la trace du passé.
comme une imprégnation dans le présent du passé. Et du coup, je me suis dit, mais il faut en faire un lieu de mémoire vivant. Il faut donner à toutes sortes de gens l'idée de revenir vers ce chemin. Il faudrait presque en faire un lieu de rassemblement annuel en septembre, par nos temps actuels. Un endroit où on fait vivre une mémoire vive, justement. On vient faire cette randonnée en se souvenant de ce qu'a signifié ce geste du passage de Walter Benjamin. Et donc j'ai voulu réhabiliter ce livre pour que, justement, on n'enferme pas ce passé. Il y a un centre Walter Benjamin à Perpignan. Il y a une sorte de fondation Walter Benjamin à Portbou. Il y a toutes sortes d'événements qui convoquent le nom de Walter Benjamin ici. Et en même temps, il est possible qu'on ne le lise plus. Il est possible que l'on le dévitalise, qu'on le dépolitise, qu'on prenne voilà, cette histoire comme une histoire touristique. Les syndicats d'initiative à Banyuls nous indiquent qu'il y a ce chemin Walter Benjamin par d'autres chemins de randonnée. À Portbou, on se glorifie de Walter Benjamin alors qu'on l'a laissé mourir, qu'il a été mis dans une fosse commune et que sa tombe, en fait, ne contient rien qui soit peu ou prou ses restes. Alors, reprendre cette histoire dans sa vitalité, dans sa jeunesse et non pas dans son ancienneté. Et pour cela, partir de Fitko, de Lisa Fitko. Le chemin Walter Benjamin, et si vous y allez, vous verrez que au moment où il y a la première pancarte qui dit, pour aller vraiment prendre la trace, vous avez sur un poteau électrique, vous avez marqué chemin Walter Benjamin, et il y a quelqu'un qui, avec un marqueur vert, a écrit route F, F comme Fitko. Et en effet, c'était non pas le chemin Walter Benjamin, mais la route F. L'histoire factuelle, je la résume pour celles et ceux qui découvrent en même temps que je parle. Nous sommes à l'été 40. Lisa Fitko et son mari Hans, elle est juive, lui ne l'est pas, sont deux Allemands qui ont été très tôt des résistants au nazisme. Quand on dit très tôt, c'est-à-dire dès les années 20. Quand ils arrivent en France, quand ils sont en France en 1940, ils arrivent en 37-38, ils ont au total déjà près de 12-13 ans de combat contre le nazisme, voire une quinzaine d'années pour Hans, qui était un militant de la première heure. Lisa, toute jeune, presque adolescente, participe aux manifestations contre le parti nazi à la fin des années 20. Ce sont ces militants de base de l'Allemagne antifasciste. Des militants de base qui peuvent être proches des communistes, proches des socialistes, proches de sensibilité chrétienne, de sensibilité de tout genre, mais qui, à la base, syndicalistes, sans parti, qui, à la base, luttent, résistent en faisant litière des divisions des partis politiques. La victoire du nazisme, on le sait, va être permise par des divisions fratricides des partis de gauche, entre notamment le Parti communiste et le Parti socialiste. Des haines violentes. Et en revanche, à la base, il y avait des militants qui luttaient ensemble, malgré les sectarismes d'appareil. C'est ça l'histoire de Lisa et Hans Fitko. Et de fait, cette histoire amènera Lisa à ne pas quitter l'Allemagne dès l'installation au pouvoir d'Hitler, début 1933. Elle ne quittera l'Allemagne qu'à l'été 1933, quand ce sera plus possible. Mais pendant quelques mois, elle va faire des tracts clandestins, elle va essayer d'animer un réseau avec d'autres jeunes. Et elle va partir, elle va aller à Prague, et là elle va rencontrer Hans Fitko, qui est déjà à Prague. Il est condamné à mort par contumace par les nazis. Et pendant toute cette période, avant d'arriver en France, ils vont aller en Tchécoslovaquie, ils vont aller en Suisse, ils vont aller aux Pays-Bas. À chaque fois, ils vont se faire expulser, à chaque fois, ils vont refaire ce qu'ils faisaient dans le pays d'où ils venaient,
c'est-à-dire tout simplement être au plus près de la frontière allemande, faire passer des messages, accueillir des gens, faire, voilà, cette résistance clandestine qui ne demande pas aux uns et aux autres de quel parti politique tu es, est-ce que tu es sur la ligne juste ou pas la ligne juste. L'important, c'est de résister. L'important, c'est de dire non, c'est de faire face. Et c'est ce qu'ils vont faire. Leur 4e pays d'exil sera donc la France. Ils vont se retrouver dans cette France dont je reparlerai, de la Troisième République finissante, où en fait, les anti-nazis vont être persécutés par la République. La République, qui avait normalement un ennemi, le nazisme, le fascisme, eh bien, va considérer que les opposants anti-nazis allemands sont ses ennemis. Lisa va se retrouver au camp de Gurs, là où était aussi Hannah Arendt et plein d'autres. Hans va se retrouver à un camp près de Nevers, où d'ailleurs Walter Benjamin se retrouvera aussi. Dans le livre, vous verrez à un moment, et ça décrit exactement ce que nous transmet ce livre, qui est très bien traduit, très bien écrit, et dont le propos, en effet, n'est pas Benjamin qui est au cœur du livre à un moment, mais c'est cette histoire de résistance. Et elle dit, à un moment, elle raconte sa colère au camp de Gurs. Il y a des femmes allemandes, réfugiées, persécutées, beaucoup juives, et donc menacées par l'antisémitisme. Et certaines se plaignaient. Oi, 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 regardez tout le mal qu'on nous fait. Oh là là, c'est pas possible, comment on nous traite, etc. Et elle dit sa colère. Elle dit, mais quoi, vous vous attendez à ce qu'il se passe autre chose? Donc, faut pas se plaindre, faut lutter, faut résister. Et elle engueule, en clair, ses co-détenus de ce camp de Gurs dont elle va réussir à échapper. En d'autres termes, la leçon, c'est cette idée que quand les ombres menacent, et sincèrement, vous voyez la résonance que je convoque, il y a toutes les raisons de désespérer aujourd'hui. Il y a toutes les raisons de ne pas trouver d'espoir. Il y a toutes les raisons de ne pas trouver de solution. Il y a encore moins de raisons de trouver le programme juste ou le parti qui nous trouvera la solution ou le leader qui nous emmènera à la victoire. Et néanmoins, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lisa Fitko? Il n'y a aucune raison pour baisser les bras. Il n'y a pas besoin d'avoir la garantie de réussir. Il n'y a pas besoin d'avoir la garantie de gagner les élections, encore moins. C'était vraiment plus le sujet, là. Il n'y a pas besoin d'avoir la garantie d'avoir le programme juste. Quand il y a des dangers vitaux qui menacent pour les droits fondamentaux, pour les libertés, pour la démocratie, pour, au fond, le fait de pouvoir s'inventer un avenir, c'est-à-dire pas simplement des politiques socialement, économiquement, écologiquement injustes, mais des politiques régressives qui portent atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales, eh bien, il faut dire non. Et c'est ce qu'elle va faire avec Hans et Lisa. Lisa, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas seulement sauver des vies. En sauvant des vies, ils vont sauver des principes. Au bout du compte, une goutte d'eau. On évalue à un peu plus d'une centaine, peut-être un peu plus, les personnes qu'ils sauveront dans cette route F, ce chemin que Walter Benjamin sera le premier à emprunter avec Lisa Fitko. Mais cette goutte d'eau, et c'est pour ça que ce souvenir nous parle, que c'est un souvenir qui brille à l'instant du péril, comme une lumière qui brille au loin, c'est qu'ils ont sauvé un principe. Ensuite, Lisa et Hans n'ont rien fait de grandiose. Ils ont fini par quitter en 1941 via l'Espagne, ils ont été bloqués 7 ans à Cuba, ils se sont retrouvés aux États-Unis, ils ont été contre le macartisme, ils ont été dans le mouvement anti-guerre et les droits civiques, contre la guerre du Vietnam, contre les ségrégations, etc. Ils n'ont rien fait de renversant, d'historique, mais ils auront fait ça. Ils auront sauvé ces principes. Et ils l'ont fait avec une forme de franchise. Il y a dans le livre
des moments de colère de Hans. Il retient sa colère contre la France de Vichy, dont je vais reparler, la France qui collabore avec le nazisme. Et puis, par d'autres moments, il la laisse éclater. Et puis, l'autre beauté de ce livre, ce sont toutes ces personnes qu'il croise, françaises, qui vont les aider. Ces personnes, vous ne les voyez pas dans des monuments. Elles n'ont pas de plaques. Elles n'ont même parfois pas de traces dans les dictionnaires de la Résistance ou le dictionnaire biographique, le Métron, dictionnaire du mouvement ouvrier en France. J'ai été frappé parce que celui qui les aide au tout début, qui est le maire de Banyuls, maire socialiste, qui a accompagné évidemment l'époque du Front populaire, qui a soutenu évidemment ce qui se passait en Espagne avec la guerre civile et les républicains, qui a accueilli au moment de la retirada. Et c'est lui que Hans et Lisa vont voir à l'été 40, en se disant on voudrait passer là par l'Espagne. Et c'est lui qui reçoit dans son petit bureau de maire, qui lui dessine, qui lui dit voilà, vous voyez, vous passez là, partez à 4 heures du matin, au moment où les gens vont dans les vignes, ayez des habits simples, pas de bagages, vous fondrez dans la masse. C'est lui qui donne un lieu où c'est possible de résider, c'est lui qui les met en contact avec le maire de... un autre maire celui qui va les aider ensuite à faire passer des bagages par le train de l'autre côté, voilà, à Cerbère, le maire de Cerbère qui était, comme on dit, j'ai oublié le nom, le mot, il contrôlait pour les douanes, quoi. C'était un col, voilà, pour les paquets qui faisaient. Voilà, transitaire, un transitaire, voilà. Et donc, lui va les aider à faire que les gens qui arrivaient avec des bagages, ben tiens, les bagages vont passer par là. Voilà, donc, ce maire, Vincent Azéma, vous cherchez sur Internet, quand Internet marchera, pas comme aujourd'hui, vous cherchez et vous ne trouvez qu'une référence pour Vincent Azéma. Alors, c'est bien, il y a une trace, c'est l'EHPAD de Banyuls. Ça s'appelle l'EHPAD Vincent Azéma. Mais il n'y a pas d'autres traces de Vincent Azéma. C'est lui, ce Juste, hein, qui était le maire en 40, il va être démis par Vichy, il va s'en aller, il va se cacher plutôt en Savoie, il va être résistant, et il va revenir à la Libération, et il va redevenir maire de Banyuls jusqu'au début des années 50. Donc voilà, il y a des Justes, et comme toute lutte clandestine, ben les Justes, ils ne laissent pas de traces. D'ailleurs, Lisa Fitko n'aurait pas fait de mémoire, de souvenirs en 85, il n'y aurait pas de traces. La lutte clandestine, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de papier, et c'est normal. Il faut qu'il y ait le moins de traces possible. Donc au fond, le seul souvenir, c'est l'oralité, c'est les témoins, c'est ça qui permet de sauver cela. Avec évidemment la possibilité d'erreurs, de souvenirs qui peuvent être imparfaits. C'est pour ça qu'il faudrait, ou il aurait fallu beaucoup plus tôt recouper tous les témoignages auprès de tous ces Justes qu'elle cite. Elle montre toutes sortes de gestes de solidarité formidables. Et en même temps, il y a la colère contre les autorités françaises qui commencent à collaborer avec le nazisme. Alors, quelle est l'histoire qui nous amène à Benjamin? C'est que donc, Lisa et Hans veulent passer. Et puis, on sait, par le monde des réfugiés qui sont à Marseille, puisque ça y est, il y a eu la capitulation française, l'armistice, la soi-disant zone libre, mais elle est fragile, et il reste la possibilité, à Marseille, il y a tout un réseau qui s'organise pour essayer de sauver des gens. Sauver, le nazisme est là depuis 7 ans, sa politique n'est pas passée à l'extermination finale, mais les persécutions antisémites sont là, sont connues, et évidemment les persécutions vis-à-vis des partis de gauche, des communistes, des syndicalistes, des socialistes, etc. Tout ça est connu, les camps de concentration existent, des gens sont morts déjà.
Et donc à Marseille, il y a toute une communauté de gens cosmopolites qui sont là, qui essayent de s'en sortir. Et parmi eux, il y a donc un journaliste, il faut bien qu'il y ait un journaliste quelque part. Il y a un journaliste qui a un type bien, Varian Fry, un journaliste américain qui a été en reportage dans l'Allemagne nazie. Il a vu des pogroms. Depuis, après, il fera d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens refusaient de voir, il fera des articles prémonitoires sur le fait que la solution finale, que le génocide est en cours. Qui voulait voir, pouvait voir. Qui voulait savoir, pouvait savoir. Et donc Varian Fry est chargé par tout un réseau. Il y a des syndicalistes, des libertaires, des gens qui sont militants, mais pas militants bornés, pas militants enfermés dans des disciplines de parti, pas sectaires, etc. Donc tout un réseau, américain, allemand, français et d'autres nations européennes qui se retrouvent là, avec des subsides venus des États-Unis d'Amérique, va organiser ce sauvetage. Alors, cette histoire est assez célèbre, l'histoire du réseau Varian Fry, puisqu'ils vont partir par des bateaux, et parmi eux, des vedettes, ou des futures vedettes. Les grandes figures du mouvement surréaliste, André Breton, le peintre cubain Wilfrid Olam, mais aussi Claude Lévi-Strauss va passer par là, mais aussi Victor Serge, qui va ensuite aller au Mexique, où il va mourir à la fin des années 40, et ainsi de suite, toutes sortes de témoins de cette époque de l'entre-deux-guerres, et à la fois de son ébullition politique et en même temps toutes ces audaces créatives et artistiques de ces mouvements sociaux, mouvements culturels. Alors, Hans et Lisa connaissent cet univers. Il y a dans cet univers, il passe Walter Benjamin, qui d'ailleurs il connaissait à Paris, ami de la famille, comme Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et l'Infini, comme d'autres figures de tout ce monde qui est quand même, faut en prendre conscience, c'est un monde qui sera en grande part détruit. C'est le fameux livre Le Monde d'hier de Stefan Zweig, que Stefan Zweig du Brésil va envoyer à son éditeur, et il se suicidera avec sa femme juste après l'envoi de ce livre. C'est un monde qui va être détruit. Monde de culture, monde d'engagement, monde d'humanisme, monde d'ouverture, monde de curiosité, et qui est détruit au cœur de la civilisation, au cœur de la culture, par la barbarie. Pas une barbarie qui serait extérieure à la civilisation et à la culture, qui naît de la culture et de la civilisation. Ce que résumera Walter Benjamin dans une phrase que vous retrouvez sur sa tombe à Portbou: il n'est aucun document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie. Et donc, Lisa et Hans sont là-dedans, ils essayent, eux, il n'y a pas encore les bateaux, ça va s'accélérer en 1941, très provisoirement, il y aura quelques bateaux dans les 6 premiers mois de 1941, et eux vont essayer de passer par la terre, donc ils vont vers Banyuls, ils s'installent à Banyuls. Et là, toc toc toc, le bouche à oreille, les gens qui essayent de s'en sortir, qui vient frapper à leur porte, Walter Benjamin. Ils sont à peine installés à Banyuls que Benjamin passe. Benjamin est un personnage qui a toujours beaucoup impressionné. Il n'avait pas du tout de célébrité de son vivant. Il écrivait des chroniques dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la phase qui existe toujours, une sorte de journal un peu de référence allemand. Il avait une œuvre que connaissaient ses amis, mais qui n'était pas publiée, qui était une sorte d'œuvre pleine de fragments, un rat de bibliothèque qui allait chercher, qui trouvait, qui avait plein d'intuitions, de trouvailles, mais tout ça, voilà, n'aboutissait pas encore. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal, on dirait un intellectuel précaire aujourd'hui, quelqu'un qui avait beaucoup de mal matériellement, etc. Et en même temps, on va redécouvrir, dans les décennies qui vont suivre sa mort, combien son œuvre est très prophétique, je vais y revenir. Et donc Benjamin, voilà, cet homme empoté, un peu épais, sans sens pratique, pas du tout vraiment randonneur, frappe à la porte avec une détermination. Il veut passer, il veut passer. Il est pressé de passer. Et là, donc, c'est là que Lisa, avec les conseils de Vincent Azéma, va tester cette route. Ils vont faire, premier passage, elle les quitte
au col de la Rumpissa, là, voilà, et puis après ils descendent vers Île, parce qu'il était accompagné d'une femme et de son fils, qui s'étaient retrouvés comme, hein, quand on essaye de fuir, hein, on a des rencontres comme ça, d'échapper, de se libérer, et donc ils arrivent au bout d'une longue marche à Port-Bou, et là, les consignes ont changé. Les consignes du pouvoir franquiste, c'est qu'il faut renvoyer ces gens du côté français. Le lendemain, ils se donnent la mort dans un geste qui est non pas un geste de désespoir, mais un geste très froid, très calculé, très annoncé. On en a des traces dans des lettres, etc., qui est comme un suicide socratique, comme un geste de protestation. Et peut-être psychologiquement aussi le geste d'un Européen, ce qu'il était fondamentalement, qui, si l'Europe l'abandonnait, eh bien, il n'allait pas pour autant être capable, lui, de la quitter. Donc une sorte de protestation et de refus vital. Le suicide, c'est toujours dur à vivre pour ceux qui survivent, c'est aussi un acte de liberté. C'est aussi un geste de liberté pour celui ou celle qui le fait, même si, évidemment, pour celles et ceux qui restent, c'est très dur à vivre. Et donc, l'histoire est la suivante, c'est que je raconte et que vous trouverez dans le livre, c'est que le bouche à oreille fait que Varian Frey apprend qu'ils ont fait passer Walter Benjamin, qui était un peu connu dans tout ce petit milieu. Il ne savait pas qu'il s'était suicidé. Son suicide va faire qu'en fait les Espagnols ne vont pas renvoyer ses deux autres compagnons de voyage en France, et puis que finalement la voie va être ouverte, va être possible. Ils vont pouvoir passer. Et du coup, Varian Frey, très organisateur, hein, il faut trouver des moyens, il a de l'argent, hein, le financement américain, vient voir, retrouve à Marseille Hans et Lisa Fitko et leur dit « Ah bon, vous avez fait passer Walter Benjamin ?» Et donc leur dit « Moi je vous donne de l'argent et vous continuez, vous faites passer d'autres gens. » La colère de Hans, qui dit premièrement, eux, ils voulaient s'en aller, hein, ils voulaient pas... Ils n'étaient pas là. Ils avaient déjà 12-13 ans de résistance, de clandestinité, de combat derrière eux. Donc, et ils étaient lucides, je vais aussi y revenir. Et il n'est pas très enthousiaste. Et puis surtout, il est choqué par le côté américain, cash, je vous paye. Et là, il a une colère, il dit, ça vous dit quelque chose, le mot conviction? Croyez qu'on fait tout ça pour de l'argent? Enfin bref, voilà, il se met en colère, la colère est salvatrice, ils se mettent d'accord, et du coup, va naître la route F comme Fitko, et ils vont faire, selon le témoignage de Lisa, mais qui n'est pas démenti, entre 2, voire parfois 3 passages par semaine, jusqu'au printemps 41. Alors, le passage, c'est-à-dire qu'ils amenaient jusqu'à la frontière, eux ne continuaient pas, ils indiquaient aux gens, hein, comment aller, mais on voit le chemin, comment aller de l'autre côté. Voilà l'histoire. Quelles sont maintenant les résonances que je veux convoquer? L'une, c'est la France, et l'autre, c'est Benjamin. Ou plutôt la France, c'est plutôt le mot « république » que beaucoup de monde a à la bouche aujourd'hui. Quand Hans passe enfin la frontière, côté français, il oublie toutes ses prudences de clandestins, qui avaient des bons papiers, des machins comme ça, et il se met à agonir d'injures les représentants des autorités françaises. Sur le thème, c'est nous les résistants, et vous, c'est votre régime, c'est votre Pétain qui nous livre. Hein. Et il pique sa colère sur ce qu'est évidemment ce que fait le régime de Vichy. C'est trop peu connu. Quand a lieu l'armistice du 22 juin 40, c'est pas encore l'État français, c'est encore la Troisième République. Le vote du suicide de la Troisième République se passe le 9 et 10 juillet à Vichy. À part les parlementaires communistes qui sont bannis
et les 80 qui sauvent l'honneur, la majorité des parlementaires, sénateurs et députés votent le suicide de la République. Beaucoup d'entre eux se pensaient socialistes, radicaux socialistes, républicains, républicains. Et ils donnent les pleins pouvoirs à Pétain. Ils suicident la République. Lequel Pétain, je le rappelle, garde la Marseillaise, garde le drapeau tricolore et garde le 14 juillet. Chanter la Marseillaise, défiler le 14 juillet ou avoir le drapeau tricolore, ça ne suffit pas à dire la République. Vichy avait gardé ces trois symboles. En revanche, Vichy avait changé la devise. C'était plus liberté, égalité, fraternité, c'était travail, famille, patrie. Il avait changé les mots. Donc l'important, c'est les mots. Ce n'est pas les symboles d'apparence. La République. Donc le 22 juin 1940, c'est encore la Troisième République. C'est la Troisième République qui signe cet armistice avec les nazis. Article 19. Le gouvernement français est tenu de livrer, sur demande, tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France. De même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat. Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich. Quand Hans Fitko se fâche en disant « vos dirigeants nous livrent à Hitler », oui, c'est bien ça. C'est ça qui a été signé. Alors pourquoi je voudrais insister là-dessus? Parce que c'est vraiment l'alerte que nous raconte ce livre, y compris en nous racontant Gurs, en nous racontant les détentions qui ont précédé, les camps. Il a fallu s'échapper de ces camps qu'on disait de camps de concentration. Aujourd'hui, camp de concentration, pour nous, évoque camp de la mort. Mais à l'époque, le nom commun, c'était camp de concentration pour regrouper des gens, comme ça avait été fait pour les républicains espagnols, les antifascistes. Et voilà, on regroupait dans des camps. On regroupait des camps quoi? Les étrangers suspects, les étrangers désignés, ceux dont on se méfiait. En d'autres termes, ce que je voudrais confier là, c'est que nous avons plein de gens aujourd'hui en France qui nous disent « ça c'est républicain, ça c'est la République ». Les symboles républicains, même les tenues républicaines à l'école, le nombril. On passe du foulard au nombril. Hein, on veut libérer les femmes, mais en fait, finalement, on ne veut pas qu'elles montent leur nombril. Tous ceux qui nous parlent de cette République-là, il faut s'en méfier. La République n'est pas en soi du côté des libertés. La République n'est pas en soi du côté de la démocratie. La République n'est pas en soi du côté des droits. Il y a eu une République répressive, il y a eu une République coloniale, il y a eu une République pratiquant la torture, il y a eu une République laissant tomber des gens qui étaient antifascistes. Il y a eu une République dont les élus, les cadres dirigeants, les hauts fonctionnaires se sont dit finalement c'est les nazis qui ont gagné et l'Europe allemande va durer longtemps, on collabore. Et on collabore en étant des bons gestionnaires, des bons responsables. Vichy s'est documenté, ce sera le moment des experts. On n'est plus embêté par les grèves, on n'est plus embêté par les polémiques politiques, donc on peut réformer, on peut faire la révolution nationale, c'était ça le terme, avec une idée de modernisme, de moderniser le pays. Le meilleur symbole de ça, au cœur de l'administration, ce sera la police nationale. Avec un responsable de la police, qui était un préfet remarqué, s'était fait remarquer dans le sud-ouest au moment d'inondation. Un type vraiment très bien noté, très efficace, très bon administrateur. Il s'appelait René Bousquet. Il avait un dénommé Martin comme collaborateur, puis un deuxième dont j'ai oublié le nom, qui était du côté des renseignements généraux. La police nationale, on parle de la police nationale aujourd'hui, la première fois où elle existe, c'est à Vichy, grâce à une réforme faite par M. Bousquet.
C'est M. Bousquet qui, en très bonne administration, dit quand même il faut être humain. Donc quand il y a des rafles, il ne faut pas oublier les enfants. Il ne faut pas séparer les enfants des parents, c'est pas humain ça. C'est M. Bousquet qui va donc faire appliquer, je le rappelle, le premier statut des Juifs de septembre 40. Ce n'est pas les Allemands qui l'ont demandé, pas les nazis qui l'ont demandé. Il vient de l'antisémitisme bien de chez nous. Puis il y aura le deuxième, et puis il y aura les grandes rafles. Et vous connaissez toute cette histoire. Ce passé, on l'a reconnu. Mais il faut aller jusqu'au bout de la reconnaissance de ce passé. Si on voit ce passé comme une ignominie qui est venue de l'extérieur, les méchants nazis, les persécutions antisémites, tout ça nous est étranger. Eh bien non, tout ça ne nous était pas étranger. Quand René Bousquet est jugé à la Libération, le responsable de la police sous Vichy, l'homme qui a été au cœur, on l'a rappelé cet été à Mediapart, il y a eu la grande rafle de Marseille, hein. On rappelle la rafle du Veldiv à Paris, et puis il y a celle de Marseille avec la destruction du quartier, où là, ce sont des Juifs, ce sont des Gitans, des Roms, ce sont des étrangers, ce sont des pauvres. Hein. Et on a cette fameuse photo où Bousquet est avec un manteau de fourrure et il rigole avec une petite cigarette avec tous les responsables nazis. C'est la police française avec Bousquet qui fait ça, et avec l'occupant main dans la main. 45, Bousquet passe devant le tribunal d'épuration. Sa première phrase, j'ai retrouvé les notes d'audience, j'ai raconté ça dans un livre, La part d'ombre, en 92. Première phrase, Monsieur le Président, la police de Vichy était républicaine. J'ai sauvé la République sous l'occupation, malgré le nazisme. Il aura 5 ans d'indignité nationale qui seront finalement amnistiés. René Bousquet, vous connaissez l'histoire, va ensuite faire une carrière, certes dans la Banque d'Indochine, mais aussi auprès de qui? Et il faut assumer ce passé-là. Auprès de qui? Auprès de François Mitterrand, dont il sera un financier, un proche, très proche de la famille de la Dépêche du Midi, de la famille Baillet à Toulouse. Son bras droit, Martin, sera très proche de François Mitterrand, au point que lors de sa mort, François Mitterrand et son épouse tiendront à ce qu'il y ait un drapeau tricolore sur son cercueil. Le troisième, dont j'ai oublié le nom, qui était le spécialiste des renseignements généraux, sera élu socialiste dans les années 60-70. Je dis ça par rapport à des dérives que l'on voit aujourd'hui. On se demande comment des gens peuvent passer si vite de la région Occitanie tenue par des socialistes ou du département tenu par des socialistes ou à être les collaborateurs d'un maire d'extrême droite à Perpignan. C'est déjà arrivé. Et donc c'est déjà arrivé quoi? Eh bien qu'on prenne la ligne de plus grande pente. Parce qu'on s'est habitué à différentes idéologies, différentes choses qui nous ont préparés à finalement accepter le pire et à s'accommoder du pire. J'ai une autre anecdote à vous raconter, qui a été exhumée par Hannah Arendt. Hannah Arendt, proche de Walter Benjamin, elle va aller à Portbou avant elle-même de filer aux États-Unis. Elle va raconter et un peu sauver de l'histoire de Walter Benjamin, un peu également avec des imprécisions et tout n'est pas... Il y a du légendaire dans tout ça. Mais Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, raconte une scène qui a eu lieu et trop peu connue en France. Nous sommes en 1938, c'est la Troisième République. Le Front populaire est tout récent, il y a 2 ans. Il y a un ministre des Affaires étrangères, il s'appelle Georges Bonnet. Il rencontre au Quai d'Orsay, visite officielle, qui? Le ministre des Affaires étrangères du Reich, M. Ribbentrop, qui vient, hein, on discute, hein, puissance à puissance. M. Ribbentrop fera une demande, il dira que pour le dîner officiel diplomatique au Quai d'Orsay, il demandera que soient écartés tous les ministres non-ariens, ça veut dire les ministres juifs. Georges Mandel et Jean Zay, quand bien leur face, et qui sont des martyrs, vous le savez, n'assisteront pas à ce dîner. Eh bien, nous savons aujourd'hui que Georges Bonnet dit « Oui, quand même, on a un problème avec ces étrangers. » Quand on parle des étrangers, comme toujours, il y a un bouc émissaire du moment qui dérange plus que d'autres. Et là, à l'époque, c'est les Juifs, bien sûr. Alors notamment, on dit d'abord les Juifs étrangers.
Puis après, évidemment, on le sait, hein, les Juifs français sont tout autant concernés. Et Georges Bonnet, devant Ribbentrop, dit oui, il y en a trop quand même, il y en a trop. Et c'est Georges Bonnet qui dit à Ribbentrop, vous savez, on évalue à 200 000 les Juifs étrangers en France. En fait, il faudrait les envoyer à Madagascar. Cette idée fera son chemin. En 1940, les nazis, quand ils décident de faire une Europe sans Juifs, débarrassés des Juifs, vont étudier comme première solution l'idée d'envoyer les Juifs d'Europe à Madagascar. Et puis finalement, c'est pas ce qu'ils vont faire, comme vous le savez, après l'opération Barbarossa et l'invasion de l'Union soviétique, ils vont passer à la solution finale, c'est-à-dire à l'extermination industrielle. Une contagion totalitaire, dit Hannah Arendt. Monsieur Georges Bonnet fera aussi une carrière politique après la guerre, plutôt centre-droit. Il va mourir dans son lit, tranquillement. Comme René Bousquet, hélas, un fou, va l'assassiner avant qu'il y ait le procès qui aurait permis d'affronter tout cela. D'affronter comment une république capitule. Comment une république se laisse contaminer. Comment on s'habitue à ce qu'un jour quelque chose arrive et on se dit mais comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé parce qu'il s'est passé des choses 5, 6, 7 ans avant. On s'est habitué à des mots, on s'est habitué à des idéologies, on s'est habitué à des indifférences. On s'est habitué, par exemple, dit Hannah Arendt, dans toute cette période, et ça concerne notre sujet, nous parlons de gens qui fuient, à la remise en cause, dit-elle, de l'expression la plus essentielle des droits humains fondamentaux dans les relations internationales. Quelle est l'expression des droits humains fondamentaux dans les relations internationales? Eh bien, c'est le droit d'asile. C'est le fait que l'on puisse quitter son pays, fuir des persécutions et être accueilli. Qu'on ne se retrouve pas apatride, qu'on ne se retrouve pas enfermé, qu'on ne se retrouve pas délaissé, qu'on ne se retrouve pas noyé en Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est passé avant la catastrophe de 1940? Ben, il s'est passé que non, on n'a pas accueilli. Il s'est dit, il faut mettre ces gens dans des camps, il faut refaire des frontières, il faut les refouler. C'est ça qui s'est passé et qui amène à l'effondrement. Donc voilà le premier point que nous raconte l'histoire de résistance. Ils ont fait quelque chose de superbe. Il y a eu des justes français anonymes qui les ont accompagnés. Mais ils ne fuyaient pas que le nazisme. Ils fuyaient les collaborateurs français du nazisme. Et c'est cette histoire-là qu'il faut raconter, qu'il y a eu des collaborateurs français du nazisme. Trop facile de dire comme si nous n'étions pas concernés et on fait plein de colloques et tout. Comme si l'indifférence qui s'est passée quand certains maires ici, heureusement pas celui de Céret, disaient qu'il ne fallait surtout pas accueillir les gens de la Retirada et surtout que même les bêtes, que vos bêtes ne se mêlent pas à leurs bêtes, que vos animaux ne se mêlent pas à leurs animaux. Certains des décrets municipaux qui ont été faits pour l'indifférence par rapport à ceux qui fuyaient des persécutions. Ce qui m'amène à Benjamin, dont finalement je peux parler, parce que l'hommage est d'abord à Fitko. Je vous laisserai découvrir, si vous avez l'envie, si vous lisez le livre, de vous-même aller découvrir ce continent Benjamin, qui est une œuvre très polysémique, très pleine de fulgurance, qu'il faut arpenter soi-même. Ce qui m'importe de vous raconter plutôt, c'est cette citation que j'ai mise en exergue du texte cette citation de Benjamin en exergue du texte qui introduit la réédition du livre de Lisa Fitko. Il faut fonder le concept de progrès sur l'idée de la catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. La catastrophe n'est pas devant nous. La catastrophe, c'est qu'on s'habitue à ce qui est la catastrophe. Qu'on s'habitue à l'indifférence par rapport à des demandeurs de refuge. Qu'on s'habitue à des politiques économiques qui servent les plus privilégiés et qui, du coup, créent
misère sociale et dépression profonde du pays, que l'on s'habitue à des politiques de puissance qui sont tout à fait contraires à des politiques de précaution écologique, que l'on s'habitue à l'indifférence, que l'on s'habitue à tourner la tête, que l'on s'habitue au fond à une sorte d'abandon moral, que la peur prenne le dessus, que l'obsession sécuritaire et de la précaution et de la protection prennent le dessus, que du coup on en vienne à avoir peur de son prochain. L'œuvre de Benjamin, notamment résumée dans un texte prophétique dont on pense qu'il avait une dernière version de ce texte dans la petite sacoche qu'il avait avec lui pendant qu'il grimpait et qu'il traversait la frontière, ses thèses sur le concept d'histoire, c'est une œuvre qui, au fond, nous éclaire sur pourquoi il y a eu la catastrophe européenne. Il y a eu la catastrophe européenne parce qu'on pensait, au fond, que le progrès était infini. On va faire du progrès matériel, on va faire du progrès économique, on va faire du progrès éducatif, on va faire du progrès culturel, on va faire de belles livres, de belles villes, de belles œuvres, de beaux lycées, de belles écoles, un grand empire qui va développer les droits de l'homme, etc., etc. Eh bien, que tout ça va faire que l'histoire sera positive, que quelles que soient les inégalités, eh bien de tout ça va surgir d'autres solutions. Non, il n'y a pas de progrès linéaire. L'histoire n'est jamais écrite. Et dans les progrès, il y a aussi des regrets. C'est ça le propos de Benjamin. C'est que l'histoire n'est pas écrite, que l'histoire est pleine d'accidents, de bifurcations. Et qu'au fond, l'histoire dépend de ce que nous en ferons. L'histoire ne fait rien, c'est nous qui faisons l'histoire. Et que si nous renonçons à la faire, ou si nous habituons à ce que d'autres la fassent à notre place, eh bien, ne nous plaignons pas de ce qui nous arrivera. Donc il n'y a pas, chez Benjamin, il y a la conscience de la catastrophe. La catastrophe est là, et ça ne sert à rien de se lamenter, il faut l'affronter, et en l'affrontant, on sauvera de l'espérance. Peut-être qu'on ne gagnera pas, mais on sauvera de l'espérance qui continuera. Un peu comme le mythe de Spartacus, la révolte des esclaves est vaincue et elle sauve de l'espérance, ce que montre très bien le formidable film produit par Kirk Douglas et où il joue ce rôle. C'est une révolte vaincue, mais ce sont des vaincus victorieux qui sauvent de l'espérance pour le futur. Et donc, le propos de Benjamin dans toute cette période, c'est la conscience que le mal est déjà là. Il n'y a pas eu encore le génocide, il n'y a pas eu encore le crime contre l'humanité, mais il est déjà là. Il dit à un moment, de manière très lucide, il a une phrase avec Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, tout jeune, est avec son père, Franz Hessel, à Marseille et croise à l'été 40 Walter Benjamin, qui était un ami de son père. Et dans une phrase très poétique, Benjamin lui dit « Nous vivons le nadir de la démocratie ». Alors c'est un mot oublié qui vient de l'arabe, nadir, c'est le point le plus bas. En astronomie, c'est la position du soleil à minuit. C'est le point le plus bas. Il suffit de regarder autour de nous, certes aux États-Unis, et les élections ne sont dans pas longtemps, mais nous avons en fait une version nouvelle du fascisme avec Trump, et le fascisme n'a pas besoin d'être un copier-coller de comment ça s'est produit avant. Mais c'est une version du fascisme, c'est le suprémacisme blanc, c'est la violence, c'est le mensonge, c'est la brutalité, c'est l'appât du gain, c'est la haine à l'état pur. Nous l'avons, et issu d'une victoire électorale et d'une confiance d'une partie des classes dominantes, exactement comme Hitler est arrivé au pouvoir. Exactement. Nous l'avons, ce nadir de la démocratie sous les yeux, et il menace ici même. C'est ce que l'on retrouve dans une colère de Hans Fitko, que je cite et que je rappelle dans mon introduction. Il faisait passer plein de gens. Et dans ces gens, il voyait arriver des bons bourgeois allemands, plutôt progressistes, libéraux, se pensant du côté du bien, du côté du juste.
qui souvent étaient les plus maladroits. Ils voulaient ne pas se séparer de leur beau manteau de fourrure, ils voulaient absolument avoir les bagages, leur richesse et tout. Enfin bref, c'était des dangers vivants, mais néanmoins, bon, ils faisaient avec, ils s'en débrouillaient et tout. Et Fitko décrit bien ça. Il dit, c'est justement parce qu'ils sont les représentants de la culture allemande, fiers d'être allemands, fiers du développement de la civilisation allemande, que la situation où ils se trouvent aujourd'hui les dépasse. Le fossé est trop profond. Il est impensable pour eux que leur patrie se soit transformée en royaume de la barbarie et les traques, avec à présent l'aide de la France. Du coup, ils pratiquent la politique de l'autruche. Voilà bien pour nous les cas les plus difficiles. En clair, des gens qui n'imaginent pas que la catastrophe puisse être allemande. Comme une bonne partie d'entre nous n'imaginent pas que la catastrophe puisse être française. Et la catastrophe ne se présente pas que sous le visage, justement, d'une force politique qui serait la catastrophe. La catastrophe, elle est là quand nous-mêmes, nous disons qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, quand nous-mêmes, nous considérons qu'il nous faut fermer les frontières, quand nous-mêmes, nous commençons à parler de déchéance de nationalité, quand nous-mêmes, nous commençons à parler de séparatisme, quand nous-mêmes, nous commençons à parler de barbares pour désigner un mouvement populaire comme les Gilets jaunes, quand nous-mêmes, nous parlons d'ensauvagement pour parler de la jeunesse des quartiers populaires, quand nous-mêmes, nous désignons une religion comme le mot valise, le mot clé de tous les dangers, alors que la majorité de nos compatriotes de confession, de culture, d'origine, quel que soit le degré de leur relation avec cette religion, musulmans, évidemment, non seulement ne sont pas des terroristes, mais toutes les études, y compris les plus fouillées, le montrent, sont curieux de la vie politique. Comme ils le disent, il y a eu une très grande enquête faite par l'INED où ils disent combien ils se sentent profondément français. Combien ils ont, d'ailleurs, c'est montré par tous ces chercheurs, une connaissance souvent, une curiosité pour les débats publics, pour tout ce qui se passe dans le pays, pour la vie citoyenne, plus importante que la moyenne. En revanche, disent-ils, nous on se sent beaucoup français, très français. Mais en fait, c'est quand on sort, c'est sous le regard des autres qu'on se sent moins français. Qu'est-ce que je veux vous dire là? Toute cette histoire contre laquelle ont résisté les Fitko, cette histoire qu'a fui Benjamin, mais contre laquelle il a protesté par ses écrits, par ses alertes et par son suicide, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte le moment où on commence, contrairement à ce qui est au fronton de notre République, justement, en oubliant que la République vivante a des adjectifs, qu'elle est supposée démocratique et sociale, c'est-à-dire qu'elle est un mouvement, qu'elle est une dynamique, qu'elle est un contenu, et pas quelque chose d'immobile, mort comme le souvenir derrière la vitrine. Eh bien, ils nous disent, c'est le moment où on s'habitue insensiblement à l'idée de l'inégalité. Où on s'habitue à des idéologies de l'inégalité. On s'habitue à se dire, bon, alors qu'on a un texte qui nous dit « Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit ». Libres et égaux en dignité et en droit. Ça veut dire, quel que soit notre lieu de naissance, quel que soit notre milieu de naissance, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quel que soit notre sexe, notre genre, notre apparence, notre croyance. Libres et égaux en dignité et en droit. C'est ça le moteur des émancipations, des conquêtes de droits sociaux, de droits démocratiques, de droits pour les femmes, de droits pour les jeunes. Tous les combats de l'émancipation depuis 2 siècles reposent sur ce moteur de l'égalité, qui est un moteur infini. Les batailles internationales, les décolonisations, les droits des peuples, comme le peuple palestinien, auquel on nie le droit de vivre, tout simplement, de circuler, d'être un peuple normal, avec un État normal, où il y aura des batailles politiques, des injustices, mais de vivre normalement, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir bouger. Ça ne tombe pas tout d'un coup par un pouvoir qui dit c'est fini, la fête démocratique. Ça arrive par le fait qu'on s'habitue. Et qu'on s'habitue à ce qu'il y ait des hiérarchies, il y ait des tris,
il y a des séparations, il y a des ignorances, des indifférences. J'ai dit séparation, diffusée dans notre langue politique aujourd'hui. Ce mot séparatisme, qui est un mot qui, dans notre histoire moderne, a été utilisé déjà à 2 occasions. Pour désigner les communistes, ah, ils sont alliés à une puissance étrangère, donc ils ne sont pas la nation française, c'est les séparatistes. Or, quel que soit le débat sur le stalinisme, sur les crimes de Staline, sur l'imposture que fut en grande part évidemment le socialisme réel, pas besoin de nier que le Parti communiste a fait partie, ou fait partie, d'une histoire qui est une histoire de conquête ouvrière, de conquête de droits des ouvriers, et c'est l'histoire, comme l'histoire originelle du Parti socialiste, des partis ouvriers, du parti de ceux qui travaillent, qui n'ont comme seule richesse leur force de travail. Non, séparatistes, comme gilets jaunes barbares, un peuple que l'on exclut, séparatiste. Vous contestez, vous vous séparez. Et évidemment, l'autre moment où on a employé ce mot, c'est quand des peuples ont réclamé les droits que nous défendions, pour lesquels ils étaient venus à notre secours, évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes coloniales, et puis on leur a nié ces droits. Et puis du coup, ils ont dit, ben non, on veut les mêmes, et on veut l'indépendance. Et du coup, on dit, c'est des séparatistes. C'est des séparatistes. Et aujourd'hui, à froid, dans notre débat, où depuis 30 ans, 35 ans, dès qu'on veut congédier la question sociale, congédier la question démocratique, congédier la question écologique, on nous parle de quoi? De sécurité et de musulmans. De migrants, de sécurité, de musulmans. D'arabes, aujourd'hui de musulmans, et de noirs, et etc. Parce qu'il faut bien dire que derrière, il y a tout cet imaginaire que l'on trimballe. Et donc, on nous habitue. Et on s'habitue à ce que ce mot soit débattu. Est-ce qu'il y a du séparatisme? Qu'il y ait des problèmes sécuritaires, bien sûr. Qu'il y ait des dispositions, elles sont toutes là, les dispositions législatives, on n'en a pas besoin de nouvelles, pour réprimer, pour mettre en prison ceux qui méritent de l'être, pour sanctionner, pour traquer, pour surveiller. Tout ça existe. Il n'y a aucun besoin d'en rajouter. Ce sont à chaque fois des manœuvres de diversion. Manœuvres de diversion pour qu'on oublie. Pendant 1 an et demi de Gilets jaunes, on a fait une conférence ici à Céré, on n'entendait plus cet agenda obsessionnel. Le mépris était vis-à-vis de ce peuple qui partait de la vie chère et qui du coup convergeait dans les causes communes de l'égalité. Et du coup, on a vu la panique des dominants avec la violence de la répression policière qui s'est abattue sur eux, dont témoigne le formidable film, vous l'avez peut-être vu, il faut aller le voir, Un pays qui se tient sage, de David Dufresne. Donc je vous dis ça, comment on installe une panique morale qui fait que l'on cède, que l'on rend les armes. Et ça se passe toujours par ce cheval de Troie de mesures qui précèdent. Et l'histoire, encore une fois, et ce que je vous raconte là n'est pas le propos de ma préface, donc c'est vraiment, je n'allais pas dupliquer ce que je dis dans la préface ici. Ce que je vous dis là, c'est exactement ce dont témoigne cette histoire de Lisa Fitko et de Hans Fitko. C'est une résistance totalement face au vent, avec des vents contraires, un moment où il est minuit dans le siècle, mais il est minuit dans le siècle parce qu'il y a eu toutes ces capitulations avant. Et c'est les questions qui nous sont posées aujourd'hui par rapport à ce à quoi, depuis 10 ans, de manière accélérée, on s'est habitué. La conclusion, je voudrais partager avec vous, c'est une ultime fulgurance de Walter Benjamin. Je vous lis son propos, c'est dans ses thèses sur le concept d'histoire, donc il trimballait dans sa sacoche, dans une ultime version, plusieurs. Et pour ça, il y a des fragments, hein, c'est presque comme une analyse talmudique ou de vieux parchemins, de retrouver toutes les traces et les fragments de Walter Benjamin. Marx a dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale. Peut-être que les choses se présentent autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans le train tire les freins d'urgence. En l'occurrence, tire le signal d'alarme pour que le train s'arrête. Comme toujours avec Benjamin, il n'y a pas de bavardage, il s'arrête là.
l'image est très très forte. Si on dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale, vous voyez, il y a une locomotive, ça veut dire qu'il y a une avant-garde qui conduit le train et qui sait conduire le train, il y a des rails, l'histoire est écrite et on sait où elle va. Et là, il dit l'inverse, il dit, ben non, justement. Premièrement, les rails, ils nous envoient peut-être dans le gouffre ou dans le mur. Et dans le train, il y a des passagers en tout genre, il n'y a pas d'avant-garde. L'humanité qui voyage dans le train, elle est diverse, elle est plurielle, etc. Mais tout d'un coup, elle prend conscience. Dans la diversité de ses origines, de ses sensibilités, de ses préjugés, de ses croyances, elle dit « Non, mais c'est pas possible. Le train va dans le mur, il va dans le gouffre. Donc il faut tirer le signal d'alarme et bloquer le train. Tout arrêter pour les arrêter. Tout arrêter pour arrêter cette course infernale. Il nous reste 10 ans par rapport au changement climatique et à son irréversibilité selon les experts du GIEC. Rapport d'aujourd'hui, vous l'avez vu, les mesures prises pendant le Covid, qui ont été des grandes mesures d'aide aux entreprises, ont fait que jamais, et plus particulièrement en France, les plus riches n'ont été aussi riches. Et n'ont autant de versés de dividendes que dans la période récente. Au moment où il y a chômage partiel, il y a pauvreté qui augmente, il y a faire attention, etc. Il y a solidarité, il y a hôpital public qui a besoin de lits, de moyens, etc. Jamais autant. Et il y a une semaine, autre rapport sur l'explosion des fortunes mondiales entre 2019 et 2020, l'endroit où elles ont le plus progressé de 25%, c'est en France. La catastrophe n'est pas toujours ailleurs, elle est aussi là. Et elle est aussi là parce que nous sommes aussi un pays qui se pousse du col, avec des classes dirigeantes qui pensent qu'elles sont la très grande France, qu'elles sont cultivées, que nous sommes propriétaires des droits de l'homme, nous pouvons donner des leçons à la terre entière. Eh bien, ces pays qui se croient puissants sont aussi parfois ceux qui, comme des grands arbres qui ne plient pas sous l'averse, sont parfois des pays qui peuvent d'autant plus s'effondrer. Et d'une certaine manière, il y a une résonance entre la crise américaine et la crise française de ce point de vue et la course à l'abîme. Et donc, voilà, déclencher le frein d'urgence. C'est d'une certaine manière ce que beaucoup de mobilisations populaires, pas seulement en France, ont essayé de faire ces 10 dernières années. La plupart ont été défaites pour l'heure. Mais c'est cette conscience-là qui est venue de la population, qu'il fallait à un moment arrêter tout cela. Et dernier petit clin d'œil, pour terminer ce chemin qu'on a fait ensemble, il y a un fragment très bizarre de Walter Benjamin qui s'appelle « Le capitalisme comme religion ». Alors c'est intéressant parce qu'il dit, c'est pas comme croyance, c'est pas au sens où on croit qu'il y a un Dieu, le capital, non. C'est comme religion au sens d'une religion instituée. C'est-à-dire que c'est pas la croyance qui est important, là, c'est le culte. C'est-à-dire le culte de la consommation, le culte de l'argent, le culte de la thésaurisation. C'est la pratique qui fait que vous êtes bien dans cette religion. Et cette religion, à la différence des autres religions, notamment monothéistes, c'est une religion du désespoir, dit-il. C'est une religion qui vous dit « no future ». Il faut consommer tout de suite, il faut dépenser tout de suite, il faut aller vite, etc. Faut s'immobiliser dans ce monde d'argent, de spéculation, etc. Et là, à la fin de ce texte qui est assez, qu'on peut comprendre, il y a tout d'un coup une petite note énigmatique liée à une de ses lectures, et elle dit juste ça, « Vaincre le capitalisme par la marche à pied ». Pour moi, le chemin Walter Benjamin, c'est devenu un pèlerinage. Je le fais chaque année maintenant. Et j'aimerais bien qu'on en fasse un pèlerinage. Il y a une association, Walter Benjamin, qui va faire un événement le 17, 18, 19 décembre. Et je crois qu'il y a une de ses représentantes, m'a-t-on dit, qui devait venir assister à la conférence ce soir, qui va peut-être vous en donner des détails, et qui va faire tout un événement autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est en tout cas la glose que je vous propose. Au fond, la marche à pied, c'est que justement, on refuse ce temps imposé, cette consommation imposée, ce temps où c'est le temps et de l'argent. On échappe, on prend une ligne de fuite, on prend un chemin de traverse, on invente, on cherche l'horizon, on rêve, on ne reste pas englué
On ne reste pas fixé, on se déplace, on découvre, on rencontre, on traverse les frontières, on accueille, on est hospitalier. Voilà. Alors marchons. Vraiment. Pas comme d'autres.